Bonjour Ina Shevchenko, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes ukrainienne, vous êtes l'ancienne présidente des Femen, on vous a vu seins nus, poings levés, manifester souvent en France. Aujourd'hui vous êtes militante féministe en exil, réfugiée politique en France depuis 2013. Vous vous adressez depuis plusieurs jours à nous occidentaux en disant les occidentaux ne chérissent pas assez leur liberté, ne sont pas assez conscients de leur liberté et de sa fragilité. Je ne pensais pas, tristement, que l'actualité des toutes dernières minutes serait aussi douloureuse pour vous. Mais voilà, on l'apprend à l'instant. L'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson. La ville de Kherson, c'est dans le sud de l'Ukraine. C'est votre ville, c'est la ville dont vous êtes originaire et c'est là que votre famille se terre. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille ? Oui, alors je suis devant votre micro et alors que ma famille, depuis 7 jours, est coincée dans cette ville qui est la zone de guerre active. Ils sont dans des abris anti-bombes. Les familles entières sont abattues par les soldats russes. Les familles qui essayent de quitter sont abattues, y compris des enfants. Les femmes accouchent dans des abris anti-bombes. Les immeubles, les écoles, les maisons sont détruites. Sont bombardés. Ce ne sont pas simples bâtiments, ce sont des vies entières des gens. Donc, je ne cite pas maintenant des informations des médias, je vous parle des vies réelles, des personnes, des gens que je connais, de mes proches. Je suis ici devant votre micro au moment le plus tragique pour ma famille et pour mon pays natal parce que justement, tout d'abord par désespoir et par impuissance, mais aussi par une volonté très forte de faire comprendre tout le monde ici en France, en Europe occidentale, que oui, maintenant il y a une guerre réelle au cœur de l'Europe. Et cette guerre, il ne s'agit pas seulement de la géopolitique, il s'agit des vies réelles, des personnes réelles. Justement, ces vies réelles, Ina Shevchenko, est-ce que les dernières heures, vous avez pu parler avec votre famille ? Est-ce que les contacts sont maintenus ? Oui, on arrive à échanger encore par SMS, par message. Il y a toujours l'Internet, mais c'est... voilà. Est-ce qu'ils ont des informations eux-mêmes ? On sait qu'à Kiev, la tour de la télévision a été bombardée, donc la télévision a beau tenter d'émettre, elle n'est pas perçue par les habitants de Kiev. Est-ce que votre famille peut toujours s'informer ? Cette guerre a été préparée depuis très longtemps. Et donc, depuis le premier jour, la guerre d'information, la guerre des médias, de la propagande russe a commencé aussi sur le territoire ukrainien. Les gens sont terrorisés par les soldats dans la rue, par les missiles qui tombent du ciel, mais aussi par les informations qui sont partagées de manière intense, qui terrifient la société civile. Donc, personne ne sait à quoi ils doivent croire. Ils ont juste tout simplement terrifié. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de fake news, de fausses informations. Voilà, et c'est très difficile de comprendre ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'ils peuvent fuir ? On a entendu que les Russes disaient aux habitants de Kiev de fuir avant des bombardements. Fuir où ? Est-ce que votre famille, par exemple, aurait pu fuir, pourrait encore fuir ? Depuis le premier jour, dans des villes qui sont les premières cibles, comme Kherson, comme Kharkiv, comme Kiev, il est très difficile de partir. Je répète, une famille entière de mes amis a été abattue dans leur voiture alors qu'ils tentaient de quitter la ville. C'est très difficile. Les gens de l'Ukraine de l'Ouest arrivent de partir et je veux on est conscient de la crise humanitaire qui est en train de se produire en Ukraine parce qu'en 7 jours seulement, plus de 600 000 personnes ont quitté l'Ukraine. Et je veux que vous compreniez qu'il y a seulement 7 jours, la vie des Ukrainiens a été normale, paisible. Elle a beaucoup ressemblé à la vie des gens ici dans ce pays-là. Je veux que nous comprenions l'ampleur de ce drame, de cette tragédie. Et je veux insister aussi sur le fait que, oui, cette guerre, elle est au cœur de l'Europe, mais il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement des Ukrainiens. Ça veut dire quoi quand vous dites ça ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre la nature de cette guerre. Pourquoi ? On peut faire des analyses très, très larges, mais Vladimir Poutine lui-même a dit que l'Ukraine
n'a pas droit d'exister en tant que pays indépendant. Il a dit ça dans son discours qui était le discours le plus terrifiant pour l'ordre mondial. Il a dit ça très clairement. Donc, ce qui se passe, et je fais attention aux mots, mais ce qui se passe maintenant en Ukraine, c'est une guerre du génocide. Parce que les civils sont ciblés. Les femmes, les enfants, les civils sont tués en ce moment-là. Ils bombardent des zones des civils, pas des hommes militaires, pas de l'armée russe. Mais c'est vraiment la société, les civils sont ciblés. La guerre est contre l'Ukraine parce que l'Ukraine, cette nation a commis le péché d'indépendance, le péché de démocratie, le péché d'existence. Et oui, le péché de montrer au monde entier leur aspiration européenne. Et oui, donc il s'agit de l'Europe. Quand vous dites le péché d'indépendance, le péché de démocratie, on a bien sûr entendu les mots de votre président, le président Zelensky, qui dit « Ne nous lâchez pas, nous payons un tel prix ». Pour avoir les mêmes droits que vous, nous nous battons pour nos droits, pour nos libertés, pour nos vies, pour notre survie. Personne ne va nous briser, nous sommes forts, nous sommes des Ukrainiens. Quand le président Zelensky parle en effet de la question de la liberté, vous en êtes peut-être l'une des plus fortes incarnations, puisque vous avez incarné jusqu'à votre corps cette volonté de liberté. Est-ce que vous êtes justement la représentante de ce qu'est la nature ukrainienne, cette liberté, c'est pour cela aujourd'hui que vous vous battez ? Alors, je suis ici devant vous pour parler de la nation ukrainienne, pas de moi ou de l'incarnation que je peux porter, parce que justement... Mais vous êtes une des premières figures qu'on ait connues de l'Ukraine, au fond. Si vous voulez savoir ce qui incarne le courage et la liberté de la nation ukrainienne, c'est chaque Ukrainien et Ukrainienne qui sont aujourd'hui sur les rues, qui se battent, parce que il s'agit non pas de l'armée ukrainienne, des chanteurs qui prennent des armes, ce sont des femmes au foyer qui prennent des armes, ce sont des avocats, des médecins qui prennent des armes aujourd'hui pour protéger leur pays. Vous avez vu que ici même, en France, il y a aussi des Français qui se lèvent et qui ont décidé de répondre à l'appel du président Zelensky qui demande aux étrangers, y compris de venir se battre à leur côté. Qu'est-ce que vous dites à ces Français-là ? Je pense que ce sont des citoyens européens qui sont compris qu'il s'agit non pas d'Ukraine seulement. J'insiste qu'il s'agit du continent entier. Parce que j'entends bien sûr les mots des politiciens comme de droite et de gauche, ce qui est particulièrement scandaleux. J'entends Marine Le Pen, j'entends Jean-Luc Mélenchon qui insistent que la France doit rester neutre et que même de ne pas envoyer des armes. Jean-Luc Mélenchon qui hier à l'Assemblée en effet a fustigé l'Europe qui envoie des armes et Marine Le Pen qui dit qu'il s'agit d'une forme de co-belligérance. Je veux insister que ce sont des politiciens qui vivent dans un monde où les efforts pour sécurité doivent être appliqués à l'intérieur des frontières d'un pays. Et ce monde n'existe pas. Si l'Ukraine va tomber, la menace va être beaucoup plus proche. Pour ce pays-là et pour d'autres pays européens, la menace va être à la frontière de la Pologne et de la Roumanie. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors que la menace s'approche? Et Vladimir Poutine a déjà clarifié il a dit très clairement, il menace pas seulement l'Ukraine. Ses ambitions vont au-delà de l'Ukraine. L'Ukraine a été attaquée par ce petit homme avec des ambitions gigantesques pour changer l'ordre mondial. Il a dit très clairement, il a menacé la Finlande, la Suède, il a menacé le monde entier avec les armes nucléaires. Et hier, Lavrov, devant qui est le ministre des Affaires étrangères russe, il a demandé que les États-Unis retirent leurs armes de l'Europe. Ina Shevchenko, comment vous expliquez alors que la Pologne soit, alors qu'elle est vraiment la plus immédiatement menacée, ne soit pas favorable à l'envoi d'avions? Alors, vous savez, je suis très impliquée et très concernée par ce qui se passe en Ukraine.
je suis là devant vous de parler des vies réelles des gens. Je ne vais pas prétendre de savoir comment résoudre le conflit, comment résoudre la guerre. Et je pense que nous avons beaucoup des gens qui prétendent de savoir comment il faut réagir. Je vais pas faire partie de ces gens-là. Je sais que beaucoup de choses doivent être encore faites. L'Ukraine est aujourd'hui seule, les Ukrainiens sont seuls face à une menace immense. La volonté des Ukrainiens pour se protéger leur pays et leurs valeurs, qui sont les valeurs européennes, qui sont les valeurs de démocratie, est immense. Mais ils n'ont pas assez, on dit très clairement, ils n'ont pas assez d'armes, ils n'ont pas assez d'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de villes, de petits villages qui sont maintenant contrôlés par l'armée russe. Les gens n'ont pas de la nourriture, n'ont pas de l'eau, n'ont pas d'électricité. Les bébés n'ont pas d'alimentation nécessaire. Ça se passe au cœur de l'Europe. Que faire ? Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, peut-être, on l'a senti, il y a une solidarité morale qui s'installe. Est-ce que vous avez, vous, des appels à lancer ? Alors, j'entends depuis 3 jours, depuis 4 jours, tout le monde dit que cette guerre a réuni l'Europe. Mais je demande que tout le monde soit conscient à quel prix on a cette unité d'aujourd'hui. Et j'insiste et je demande que tout le monde prenne des responsabilités. Parce que les responsabilités de la communauté internationale sont immenses. Parce que oui, Vladimir Poutine et l'armée russe sont responsables pour les crimes de guerre. Mais la responsabilité est immense d'abord de la population russe qui ont laissé le pouvoir à Vladimir Poutine depuis 22 ans et la communauté internationale qui ont traité Vladimir Poutine depuis le dernier jour avant l'invasion. Ils ont traité Vladimir Poutine comme un partenaire et pas comme une menace. On l'a sous-estimé. On l'a sous-estimé. Absolument. Et on a ignoré beaucoup de signes. On a ignoré la guerre en Tchétchénie en 2000. On a ignoré la guerre en Géorgie en 2008. On a ignoré la guerre en Ukraine depuis 2014. On a mis des sanctions en 2014 qui n'ont pas été adoptées à la taille de l'économie russe. Donc, il n'y avait pas d'effet. Tout ça étaient des signes à Vladimir Poutine qui peut traverser, qui peut franchir des lignes rouges sans conséquences ou avec un peu de conséquences. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre nos responsabilités. On doit isoler la Russie encore plus. On doit mettre des sanctions encore plus sévères, non pas pour arrêter Poutine, mais pour passer un message aux Russes, à la population russe, s'ils vont rester silencieux, s'ils vont rester passifs, eux d'abord vont souffrir de cette guerre. Ça veut dire que c'est les Russes aussi qui ont la clé de cette guerre. Est-ce que vous l'avez vu, évidemment, il y a eu des manifestations, y compris dans les rues de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, avec des arrestations. Est-ce qu'il vous semble quand même qu'il y a un sursaut, un réveil de la population russe ou pas du tout ? Non. Alors, je suis très reconnaissante à chaque citoyen et citoyenne russe qui ont sorti dans la rue ces derniers jours. Je leur dis merci. Je comprends qu'ils ont pris des risques d'être arrêtés, de passer 2 semaines en garde à vue. Mais il n'y a pas un mouvement anti-guerre en Russie aujourd'hui. Il n'y a pas de manifestations anti-guerre en Russie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quelques milliers de personnes sont rien pour un pays de 150 millions. Il n'y a pas un mouvement anti-guerre en Russie. Je lis aujourd'hui des chaînes de Telegram, des chaînes d'information, des chaînes sur les réseaux sociaux, les opinions qui sont exprimées, y compris par des opposants russes. Ils sont souciés beaucoup plus des sanctions que de ce qui se passe en Ukraine, que des enfants, des civils qui sont tués en ce moment même. Donc, nous devons passer le message encore beaucoup plus clair. Inna Shevchenko, qui est l'ennemi ? Est-ce que l'ennemi c'est Poutine ? Est-ce que l'ennemi c'est la Russie ? Est-ce que l'ennemi finalement c'est les Russes ? Il y a beaucoup d'ennemis en fait. Et c'est pour ça que cette guerre est tellement atroce et tellement soudaine. Vladimir Poutine, oui, c'est l'ennemi, c'est le premier ennemi du monde libre. Il a dit très clairement qu'il va attaquer l'Ukraine. Mais par cette guerre, il attaque l'Occident. Tout ce qui est le contraire
de son régime, tout ce qui est le contraire de son vision du monde. Mais l'ennemi aussi, notre ignorance et notre passivité, et peut-être notre naïveté. Je le répète, il y avait beaucoup de signes, il y avait beaucoup de signaux à ce qui va arriver. Et l'Occident a choisi de l'ignorer, de regarder ailleurs. Il y avait assez de signes. Nous, la société civile, en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, on a alerté le monde entier depuis des décennies. Les Ukrainiens qui sont sortis à Maïdan en 2014, ils ont sorti non pas parce qu'ils étaient des nazis, comme certains essayent d'affirmer. Je veux d'ailleurs clarifier qu'il y a non, il ne s'agit pas des nazis en Ukraine. Vous répondez évidemment aux accusations de Vladimir Poutine qui dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Mais pourquoi je réponds? Parce que même en France, ces fausses informations sont répandues, on fait des échos à ce que Vladimir Poutine dit. Je veux clarifier, je veux répondre. Or, les Ukrainiens ont choisi un président juif, dont la famille était la victime de l'Holocauste. Mais ce qui est encore plus important, les partis d'extrême droite en Ukraine ont obtenu 5% des voix à la dernière élection, ce qui est beaucoup moins, il me semble, que les partis d'extrême droite obtiennent ici, dans ce pays-là. Vous avez cité le fait que le président Zelensky soit juif. À l'instant, il donne une interview justement du côté de l'Ukraine. Il dit, la Russie veut effacer l'Ukraine et son histoire. Et il lance un appel aux juifs du monde. Il dit à ne pas garder le silence. Je voudrais quand même vous reposer la question. Est-ce que les Russes, aujourd'hui, à vos yeux, sont des ennemis ? Non, parce que nous voulons pas et nous sommes pas. Les Ukrainiens ne pensent pas comme Vladimir Poutine, mais je vais dire que vous savez, les Russes en russe on dit que on a dit avant que les Russes et les Ukrainiens sont des frères et des sœurs. Parfois, on utilise le mot, en Russie, on utilise le mot malorossi, ce qui signifie les petits Russes, pour parler des Ukrainiens, ce qui est bien sûr ce qui porte un message très clair. Je vais dire aujourd'hui que les Ukrainiens ne sont pas des petits Russes. Ils ont montré ça très clairement depuis avec leur combat très long pour l'indépendance et avec leur soif de revivre leur identité nationale qui était réprimée pendant les années de l'Union soviétique. Mais les Ukrainiens aussi ne sont plus des frères et des sœurs des Russes. Nous ne pardonnerons jamais cette violence, cette torture atroce contre le peuple ukrainien et nous n'oublions jamais la lâcheté non plus des Russes et des Européens. Vous avez dit, nous sommes seuls. On le sait, le président Zelensky avait demandé des actes forts à Joe Biden. Joe Biden, le président américain qui s'est exprimé cette nuit face au Congrès, qui a qualifié Vladimir Poutine de dictateur. C'est la première fois qu'il le fait. Mais qui dit aussi que ce soit clair, nos forces ne sont pas engagées et ne seront pas engagées dans le conflit avec les forces russes en Ukraine. Est-ce que là-dessus, vous êtes déçus ? Je comprends que personne ne veut la guerre avec la Russie. Je comprends. Et je sais pourquoi. Mais nous ne pouvons plus échapper du fait que la Russie et Vladimir Poutine veulent la guerre avec le reste du monde. Et si nous rejetons complètement l'action militaire, je pense que nous passons encore ce message à Vladimir Poutine que les conséquences ne seront pas si grandes de cette guerre et de cette violence. Après, encore une fois, je suis une simple petite Ukrainienne activiste qui vit avec mes utopies et qui savent maintenant que les citoyens, les civils ukrainiens sont en train d'être tués. Donc je peux simplement passer mon message émotionnel aux dirigeants qui doivent non seulement réfléchir et penser de la géopolitique, mais aussi des civils.
Et des civils, votre famille, je le disais, qui est encore terrée à Kherson, cette ville dont la Russie affirme à l'instant avoir pris le contrôle. Inna Shevchenko, merci d'avoir fait passer ce message comme vous le dites. Ukraine. Vous qui êtes donc ukrainienne, ancienne présidente des Femen et aujourd'hui réfugiée politique en France, donc depuis 2013, il est 8h53.